révolution, évidemment, c'est ironique, vous savez bien que non. Le remaniement donc, qui a lieu suite aux législatives, où notamment plusieurs ministres ministres de la Macronie ont été battus et donc ils ne pouvaient pas être reconduits. Et bonjour. Calmons-nous tout de suite. France 24, on écoutera du coup un extrait de France 24 qui en parle. Est-ce qu'on commencerait même par ça, ou est-ce que déjà vous, messieurs, Heiser, Aurélien, David, bon, il y avait des gens qui résumaient ça par une phrase du Guépard: il faut que tout change pour que tout reste le même. Enfin, il faut que tout change pour que rien ne change. Moi, je préfère la tourner comme ça. J'ai observé qu'il n'y avait que 3 femmes, je crois. Ah oui, ça, mais justement, on va en parler, ouais. Alors, mais c'est bien observé parce que c'est justement, ça fait partie des choses dont je voulais parler. Et en fait, c'est que les femmes, il y a une forme de parité dans l'ensemble du gouvernement, mais en fait, il y a... En fait, c'est dans les secrétaires d'État. C'est-à-dire que dans les secrétaires d'État, il y en a 10, il y a 9 femmes et un homme. Et après, dans les ministres délégués, il y a un peu moins de femmes que d'hommes. Et après, dans les ministres des postes dits régaliens, il y a presque que des bonhommes, en fait. Dont des mecs scandaleux qui ont été reconduits. Enfin, et même à l'Assemblée nationale, il y a moins de femmes, hein, ça a baissé. Hein. C'est le nombre de femmes députées a baissé à l'Assemblée nationale aussi. Hein. Je ne sais plus de combien de pourcentage, mais peut-être 10-15%, quelque chose comme ça. Il faut dire qu'il y a aussi 3 ministres femmes qui ont été battues, et du coup, selon les règles que la Macronie avait instaurées, elles ne pourraient pas se maintenir. Alors après, est-ce qu'il n'y avait pas des candidates, d'autres candidates à mettre à la place? Je ne sais pas, d'autres personnes qui auraient été bien pour le job. On regardera le détail. Aurélien, toi, tu es le seul qui n'a pas réagi avant qu'on regarde le résumé qu'en fait France 24, parce qu'ils sont pas trop chiants sur les droits, normalement. On les remercie. Du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il va y avoir une dissolution dans quelques mois. Ah oui. Et que Mélenchon va être Premier ministre. Ah, tu étais encore sur cette take-là? Ah, ça, j'y crois pas du tout, ça. Oh, laissez-moi rêver, là. Ok, c'est mes 20 secondes où j'ai le droit de parler, donc je rêve, et voilà. Oui, non, mais... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça, hein, mais ça n'arrivera pas. Les femmes secrétaires, les hommes ministres, comme le résume Cam. C'est un petit peu ça. Bah écoutez, on va s'enquérir de ce que dit France 24. Je crois que leur analyse, c'était bon, il n'y a pas trop de changements. Il y a des gens qui ont des promotions, hein, notamment Olivier Véran qui se retrouve porte-parole du gouvernement. Je savais pas que c'était considéré comme une promotion, que c'était au-dessus de ministre de la Santé. Oui. Mais visiblement, c'est considéré comme tel. J'aurais pas évoqué lui pour promotion. Hein. Bah, en tout cas, c'est justement lui qui a amené à s'exprimer assez souvent pour défendre la politique de la Macronie. Et c'est vrai que je m'étais dit, mais tiens, pourquoi c'est Olivier Véran qui... Il a une façon de parler un peu bizarre. On s'était habitué à Gabriel Attal. C'est ça la vérité dans nos hôpitaux. Oh putain. Je le fais bien, hein, non? Ouais, c'était lui. C'était lui. C'était sa phrase qui est restée la plus collée. Oui, sa voix était partie en couille. Ils ont souvent ça, les macronistes, c'est les fins de phrase, ils s'emportent. Notre projet, ils partent en sucette, qu'on ne sait pas pourquoi. Enfin, je suis pas sûr que porte-parole soit une bonne promotion, hein, parce que t'es quand même beaucoup bouclier humain hein, quand t'es porte-parole. Hein. C'est quand même, c'est pas un cadeau. Il faisait pas trop mal le job, le petit jeune. Gabriel Attal, ouais, il s'en sortait bien. Et c'était lui qui avait beaucoup poussé pour faire venir plein d'influenceurs. Alors, ça avait été aussi critiqué, hein, bien sûr, mais ça avait sûrement fonctionné. Hein, donc, clairement. La publicité, vous savez, ça fonctionne, même surtout quand vous pensez qu'elle ne fonctionne pas sur vous. Enfin bref. Beaucoup de jeunes ont été conquis, en tout cas. Je vous renvoie à la discussion qu'on avait eu Psycho à l'époque, où il nous disait si j'achète des Haribo, c'est pas parce que y a des pubs pour les Haribo. Mais n'empêche que la première marque du site, c'est quand même celle-là. Enfin bref, regardons le sujet de France 24 et on va réagir. Ensuite, on va le mettre en vitesse 1.25 pour que ce soit pas trop long. Emmanuel Rivière, merci de répondre à France 24. Vous êtes politologue, directeur international des études politiques de l'Institut de sondage Kantar Public. Disons-le honnêtement, le gouvernement reflète pratiquement en rien les résultats des dernières législatives. Disons que la tentative d'élargir la composition du gouvernement, de créer une grande coalition et d'intégrer des représentants d'autres partis que ceux qui constituaient déjà à la base la coalition gouvernementale au moment des législatives n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que c'est la responsabilité de la majorité? Est-ce qu'ils n'ont pas su donner les gages nécessaires pour faire entrer quelques-uns? Le constat, c'est celui que vous avez rappelé. On a plutôt renforcé les liens, ce qui n'est sans doute pas anodin d'ailleurs, avec certaines des composantes de la majorité, notamment Horizon, le parti créé par Édouard Philippe. Une remarque quand même,
juste formelle et non et pas très fondamentale. Il faudrait quand même aider les politologues à avoir un son un petit peu moins de gauche, parce que là c'est à la limite de l'inaudible. Hein. Le modem de François Bayrou, plutôt que faire entrer d'autres nouveaux. Alors, il y a bien quelques mini-signes, mais il faut vraiment les interpréter de près, avec une attention portée peut-être au territoire, avec l'entrée de quelques maires de grandes villes. Je pense notamment à Caroline Cailleux, maire de Beauvais, ou Christophe Béchu pour Angers. Mais oui, on reste dans le périmètre de la coalition initiale, ce qui fait que on va effectivement aboutir à cette nouvelle manière de procéder que chacun va découvrir d'ailleurs, essayer d'obtenir texte par texte des majorités dans une assemblée divisée. Oui, puisque le gouvernement donc cajole ses alliés, à commencer donc par Horizon et par le MoDem. On l'a bien compris, ce ne sera pas suffisant pour trouver une majorité. Vous voyez donc Horizon, donc le parti qui avait lancé Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Les prochains mois à l'Assemblée, il y aura plus de blocages que d'accords, avec lesquels il faut bien recomposer, étant donné que leur majorité n'est que relative. Les moins ennemis des anciens alliés, il faut quand même les récupérer. C'est aussi à ce titre-là qu'on a fait revenir Marlène Schiappa, qui avait voulu se retirer de la vie publique. Mais visiblement, c'est eux qui l'ont un peu supplié de revenir. Et Philippe va... Excuse-moi. Comment ? Non, je te laisse finir. Non, sachant que son bilan comme ministère de l'égalité femmes-hommes, je crois qu'il y avait eu un Grenelle sur les violences faites aux femmes, mais il n'y avait pas eu grand-chose, il y avait une loi, mais elle n'avait pas énormément fait bouger les choses en la matière. Et sur la lutte contre les dérives sectaires, il y avait eu beaucoup de cafouillages, notamment justement quand elle avait fait un meeting avec une représentante proche de l'anthroposophie, de plein d'autres bails un petit peu chelous, des entreprises Weleda, de toutes ces... Et voilà, elle a fait venir dans des bâtiments officiels pour la recevoir dans une réception officielle. Enfin, ça la foutait un petit peu mal quand tu es censé chapeauter la Miviludes. Alors par contre, elle avait réaugmenté le budget de la Miviludes, qui avait été sabordé, donc elle l'a réaugmenté, mais pas autant que ce qu'il avait été sabordé, donc vraiment bilan très satisfaisant pour Marlène Schiappa, mais j'imagine que c'était pas la pire, quoi. Tout va dépendre en fait du jeu que les uns et les autres auront en tête, et on est dans un contexte vraiment très particulier, parce que évidemment il y a le spectre d'une possible dissolution, et donc tu vois Aurélien, il te donne un peu un point là. Il te dit pas encore Mélenchon Premier ministre, mais il dit dissolution. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait dissolution, 250 députés RN. Alors, je sais pas si c'est réaliste, si cette personne le souhaitait ou on s'en effrayait, mais... Oui. Je pense qu'Édouard Philippe, son parti, là, vous pensez pas que c'est un contre-pouvoir, en quelque sorte ? Bah non, parce que tout de suite, justement, ils se sont ralliés, là. Ouais, mais ralliés, ok, sur le paplard, quoi, mais ensuite... Tu vois, je pense que Édouard Philippe, il veut faire la prochaine présidentielle. Ça, c'est possible. Est-ce qu'ils vont pas, jouer un peu avec le président et son équipe ? Je sais pas. Pour moi, ce serait pas impossible, quoi, parce qu'il a vraiment des velléités. Ils ont refusé de faire partie de l'intergroupe à l'Assemblée nationale, le parti d'Édouard Philippe. Je crois. Voilà. Renaissance fait partie d'Édouard Philippe. Ouais, Reconquête. Non, Reconquête, c'est Zemmour. Non. C'est Horizon pour Édouard Philippe et c'est Renaissance pour Macron. Enfin voilà, pour les derniers, la terminologie actuelle en tout cas. La majorité, si elle répond aux attentes des Français, aura à cœur d'avancer et de faire passer des textes. Notamment, il y a un certain nombre d'urgences sur l'hôpital, vous l'avez rappelé. Il y a l'urgence climatique et écologique qui se rappelle à nous et qui est importante pour justement... ce qui fait défaut, non seulement les conditions de travail qui ne donnent pas vraiment envie à des gens de rentrer dans le milieu hospitalier actuellement, donc voilà, les problèmes au niveau économique et social, et il y a aussi les conséquences de la crise sanitaire avec les 15 000 soignants qui s'étaient fait remercier et du coup qui font défaut quand même, même si je trouve ça un petit peu irresponsable de leur part, leur comportement, étant donné que c'était un des endroits potentiellement, un des nexus, un des clusters, les hôpitaux où tu pouvais très facilement choper la Covid, donc est-ce qu'il fallait pas mettre toutes les chances de son côté ? Ces composantes de la société française qui ne sont pas tellement représentées pour l'instant au sein du gouvernement. Donc le gouvernement, s'il veut répondre aux attentes, il doit faire des choses. En même temps, s'il y a blocage, il peut être tenté de démontrer au fur et à mesure que les mois et les semaines vont passer que finalement ça ne marche pas et qu'il faut peut-être passer à autre chose et dissoudre. Et du coup, la question pourrait se poser exactement autour des mêmes enjeux, mais évidemment de manière diamétralement opposée aux oppositions.
Du côté du Rassemblement national, on a vu qu'on donnait le sentiment de vouloir regarder et aviser au cas par cas. La France Insoumise a adopté au cours de ces derniers jours plutôt une posture d'opposition plus franche en considérant qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre. Voilà, je pense pas que ce mec soit partie prenante des mouvements les plus radicalement à gauche de France, hein, Emmanuel Rivière, je ne le connais pas spécialement, mais voilà, force est de constater que même des analystes politiques qui sont a priori pas partie prenante voient que RN et la Macronie, ça peut composer ensemble, en tout cas sur certains points. Par contre, avec la gauche, ça n'est pas possible. Donc vraiment, et c'était le sens de la dernière émission, le dernier Ouvrez l'Elysée de cette saison de Cotentin et Usul, Politique et Usul, c'est une dédiabolisation de la droite et accompagnée d'une diabolisation de la gauche, et qu'on fait passer pour l'extrême gauche, etc. Donc oui, des temps un petit peu compliqués où les gens qui nous demandaient de faire barrage veulent gouverner main dans la main avec les personnes qui ils faisaient barrage. Finalement, le vrai barrage, c'était contre la gauche. C'est toujours, in fine, la gauche qui les dérange, que ce soit les bourgeois ou les fachos. Ils ont quand même un ennemi en commun. Des propositions du gouvernement. On verra comment ensuite, texte par texte, ça se noue. Et puis, il ne faut pas oublier une des composantes de l'Assemblée nationale qui peut faire des majorités, qui sont les républicains, qui peuvent suffire à faire passer certains textes. Avec un Franck Riester qui devient ministre chargé des relations avec le Parlement, ça vous paraît être un bon choix ? Notamment par rapport à ce dernier point, Franck Riester, issu des Républicains, ayant créé un mouvement qui, à l'origine, devait être un mouvement un peu charnière entre la majorité d'Emmanuel Macron et ses anciens amis. C'est sûr que ça fait partie des postes extrêmement sensibles du nouveau gouvernement, les relations avec les parlements, même si ce n'est pas un poste très visible du grand public. Il y a un autre poste sensible et plus visible du grand public, qui est celui de porte-parole, occupé par Olivier Véran, qui d'ailleurs se trouve être une des figures de ce gouvernement les plus en vue, et notamment dans notre baromètre Cantar Public et POCA pour Figaro Magazine, une des personnalités les plus populaires. Et c'est en cela donc que Olivier Véran obtient cette promotion. Il faut le voir à travers ce prisme-là, la popularité de l'homme. Il le présente comme une promotion du coup, c'est... Ou peut-être son expérience d'ailleurs, parce qu'il semble bien que pendant la crise de la Covid-19, il ait su trouver ce ton juste et ce positionnement dans la manière d'expliquer l'action du gouvernement français. C'était moins désastreux que Buzyn, ça forçait de le constater. Alors après, c'était pas parfait non plus. Hein, mais... Donc oui, au moins sur ce point-là, il a pu faire quelques preuves. En tout cas, il fait partie des personnalités qui ont émergé à l'occasion de cette crise sanitaire. Emmanuel Rivière, il n'y a aucun homme ou femme politique de poids qui entre au gouvernement. Vous diriez que c'est un casting technique à l'image de la première ministre Elisabeth Borne? Je pense même que pour beaucoup de Français, ce qu'on commente, et on a raison de le commenter avec attention, ce sera quand même un non-événement, puisque ce qu'on savait déjà a été confirmé, et les choses importantes, on les savait déjà. C'est vrai qu'Elisabeth Borne allait survivre à la défaite de la majorité, qui n'est probablement pas sa défaite à elle aux législatives. Enfin, du coup, on le verra, elle se passe du vote de confiance, traditionnellement, mais sachant que la Macronie reconnaît elle-même qu'elle n'est pas en position de faire un vote de confiance actuellement. Contre-performance par rapport aux ambitions de reconstituer une majorité. On savait que les poids lourds, qui sont également les ministres les plus en vue, au premier rang desquels Bruno Le Maire, qui lui aussi a renforcé sa popularité, allait rester. Alors du coup, Véran, qui, nouveau porte-parole du coup, le défendait avec une jolie formulation, mais bon, forcément c'est de la grosse langue de bois, pour ne pas dire de titanium. C'était la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit, et nous la construirons dossier après dossier. Magnifique de langue de bois. Dans la main. Mais il n'a pas été jusqu'à main dans la main, mais... Donc il faut aller chercher au 13e rang dans la hiérarchie gouvernementale, avec la nomination de M. Braun, de François Braun à la santé, un changement significatif sur un secteur significatif. Et c'est vrai qu'il y a un autre sujet qu'on évoquait à l'instant, qui est la question de la transition écologique, qui est importante aux yeux de beaucoup de Français, où là, Christophe Béchu, qui sans doute s'est fait connaître dans sa ville sur ces sujets-là, devra se faire connaître des Français. C'est sans doute ce qui a manqué d'ailleurs, c'est très illustratif de la difficulté à trouver quelqu'un qui, par sa personnalité, représente quelque chose de très significatif et dont l'entrée au gouvernement aurait donné une orientation lisible par les Français. Donc oui, on est plutôt sur une combinaison technique et politique. Politique au sens où il a fallu donner des gages à quelques-unes des composantes de la majorité, et technique en allant chercher ou rechercher d'ailleurs des compétences locales ou gouvernementales avec des gens qui reviennent au gouvernement. Quand même un point qui est important et symboliquement essentiel, c'est le départ de Damien Abad suite aux accusations dont il fait l'objet.
Eux sont tout de très même. connus. Bon, par contre, les 2 autres ministres sont accusés de viol, on s'en fout. Mais... Des Français, hein, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, les piliers de la Macronie restent en place, ils prennent même du poids hein, politique, ils vont être au cœur du dispositif dans les 5 ans à venir et même au-delà. Pour Bruno Le Maire, il n'y a évidemment aucun doute là-dessus, parce que les circonstances actuelles de très grande inquiétude qu'expriment les Français sur la situation économique et ce qu'ils subissent au quotidien, c'est-à-dire la hausse des prix, place Bruno Le Maire à la tête de l'économie française, évidemment, aux premières loges. On sait aussi qu'il dispose d'un crédit dans le pays, et un crédit qui est élevé, y compris chez les électeurs républicains. Donc il devra incarner la capacité de la France à faire face à une situation de crise qui est évidemment très liée à la guerre en Ukraine, mais que les Français avaient commencé à ressentir, notamment sur la tension des prix de l'énergie, dès l'automne de 2021. Et si ce n'était que de l'énergie, hein, il suffit de faire ses courses, vous verrez qu'il n'y a pas que l'essence. De toute façon, à partir du moment où l'essence augmente, tout augmente. Tout ce qui a besoin d'être... Et plus ça vient de loin, plus ça augmente. Donc, c'est assez dramatique en ce moment. Ouais, et je pense que là, la hausse des minima ne va clairement pas suffire à compenser l'inflation qu'il y a eu sur l'ensemble des prix là récemment. Gérald Darmanin, c'est un petit peu différent. D'abord, il n'est pas tout à fait aussi populaire, il est plus controversé que Bruno Le Maire, mais il est à la tête d'un ministère qui est le ministère des crises et qui est sempiternellement exposé à des enjeux divers qui sont souvent au cœur de l'actualité, qu'il s'agisse des enjeux de sécurité, éventuellement aussi des enjeux liés aux crises migratoires qui pourraient être, elles aussi, les conséquences lointaines de la guerre en Ukraine, parce que on sait bien que la situation d'un certain nombre de pays qui sont sources de migration ou d'émigration est en train de se dégrader très nettement, notamment sur la crise alimentaire. Merci beaucoup Emmanuel Rivière pour vos... Eh bien merci à France 24 de nous fournir leur point de vue, du moins. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre par rapport à ce remaniement? Oui, justement, directement sur viepublique.fr, la composition du gouvernement, voilà, qui a été faite hier. Je sais pas, refusons les cookies dans le doute. Donc les ministres, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté, vous allez voir beaucoup de noms, on les connaissait déjà. Alors, et plus c'est en haut, plus on les connaît déjà, hein. C'est Gérald Darmanin, reconduit ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Maintenant c'est un autre portefeuille qui lui est échu, ou est-ce que maintenant ça a été racolé au poste? Je crois qu'il a les deux portefeuilles. C'est ça. Donc pour moi la vraie promotion c'est ça, hein. Ouais, on te donne un deuxième portefeuille, tellement t'as bien cassé la gueule aux gens, donc c'est bien. C'est ça, ouais, voilà quoi. Pour moi, il est mieux loti qu'Olivier Véran, hein, pour moi. Gérald Darmanin. Hein. Darmanin, alors lui, il va bien voyager. Lui, il est sur un perchoir, lui, c'est limite. Le mec, il peut dire toutes les dingueries qu'il veut, c'est dingue. Il doit avoir des dossiers sur les gens, ce mec-là, c'est pas possible. C'est clair. Il y a Hypatie Alexandré qui nous dit Bruno Le Maire a indexé les obligations emprunts d'État sur l'inflation. Comme la bourse Davis, les assurances vont se jeter dessus pour renforcer les acquis. Au bas mot, ça va nous coûter 40 milliards. À qui profite le crime? Les 2 étages de la fusée. 1, hyperinflation. 2, indexation obligatoire sur inflation. Ouais, alors après, si tu le désindexes, quelles sont les conséquences aussi, du coup, Hypatie? Ou si tu l'indexes que partiellement, je sais pas. Parce que du coup, en fait, il y a bien quelqu'un qui va le payer. Donc si c'est pas si c'est pas l'État, c'est les gens. Et alors après, l'État, c'est les gens. Donc de toute façon, plus ou moins directement, en fonction des impôts que chacun paye, mais sachant que 63% du revenu de l'État, c'est la TVA. Donc je sais pas trop. Je saurais pas répondre sur ce dossier qui est un petit peu trop technique pour moi. Et, ce serait peut-être intéressant à creuser. Et puis j'imagine pas forcément si incompréhensible que ça. J'ai une formation de comptable, je vais vraiment sortir. Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Éric Dupond-Moretti, qui reste garde des Sceaux. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Alors j'aime bien quand on dit ministre du plein emploi, tu vois, c'est vraiment le mantra. J'aime bien ce blaze du plein emploi. Moi, j'aimerais bien un ministre du salaire à vie, mais bon, peut-être un jour, hein. Pas sous Macron, vraisemblablement. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre alors qu'il n'a pas fait grand-chose de spécial pour le moment. Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Marc Fesneau, je ne sais pas si ça se prononce Fesneau, mais ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, je le prononce comme le joueur d'Hearthstone du coup. Christophe Béchu, ils en parlaient dans le reportage, ministre de la Transition de l'écologie et de la cohésion des territoires. Quoi que ça veuille dire. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Alors du coup, oui, c'est un ministère distinct de la transition écologique, la transition énergétique.
Ok. Bon, alors plus précisément énergétique, la transition écologique ne se résume pas. Par rapport aux véhicules, tout ça, peut-être. Le mix énergétique tout court, vers quelle quantité, et justement, ça introduira le prochain sujet. On parlera un petit peu de nucléaire. Oui, ça aurait pu être collé en un seul ministère, hein, transition énergétique, transition écologique, enfin voilà. Quoi. Oui, il y a plusieurs facettes. Dans la précédente mandature, il nous disait on va faire un gouvernement resserré, un gouvernement de combat avec très peu de ministères. Enfin bref. Ah ouais, non, mais il dit ça à chaque fois. C'est bon, ça suffit. Là, en tout cas, c'est du coup, c'est la stratégie inverse, mais j'imagine c'est toujours leur combat. Ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Donc j'imagine mieux vaut prévenir que guérir, du coup c'est pour ça qu'il est ministre de la Santé. Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées. Stanislas Guerini, El Famoso, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Amélie Oudéa-Castéra, qui est ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc voilà, on arrive aux ministres délégués. Donc voilà, c'est les ministres qui sont un petit peu en dessous, tu vois, ministre délégué. Donc auprès de la première ministre, Olivier Véran, chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Franck Riester, chargé des relations avec le Parlement, ils en parlaient aussi. Isabelle Rome, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Donc l'ancien portefeuille qui était échu à Marlène Schiappa, qui revient comme secrétaire d'État, du coup, je ne sais plus. Et donc auprès du ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, donc les ministres de tutelle. Gabriel Attal, chargé des comptes publics. Roland Lescure, alors du coup, est-ce que c'est une rétrogradation pour lui? Je ne sais pas, du coup, par rapport à ce que nous disait France 24. T'as dit quoi? De quoi? Chargé des comptes publics. Comptes publics, ouais. Je sais pas. À mon avis, il va être plus tranquille déjà. Peut-être qu'il y a moyen de détourner de l'argent public en plus, je sais pas. Roland Lescure, chargé de l'industrie, ça ne nous étonnerait pas. Jean-Noël Barrot, chargé de la transition numérique et, des télécommunications. Olivia Grégoire, chargé des PME. Des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Donc auprès du ministère de, on va dire l'écologie, Caroline Cailleux, chargée des collectivités territoriales. Auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Jean-François Carenceau, qui est chargé des Outre-mer. Donc lui qui fera peut-être vraiment le job que ne fera pas cet enfoiré. On a le droit de dire cet enfoiré Darmanin, je ne sais pas, je pose la question. On peut dire abject, c'est bon, ça passe ça. Cette personne assez antipathique, j'imagine que légalement on a le droit. Auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Olivier Becht, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Auprès du ministre du Travail et de mon cul sur la commode, Carole Grandjean, chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Auprès du ministre de la Transition écologique et du reste, Clément Beaune. Vous vous souvenez, on avait parlé de Clément Beaune, ma première vidéo sur l'Ukraine, c'était pour parler de Clément Beaune avant que ça remonte à des étages supérieurs dans la hiérarchie de l'État. Olivier Klein, chargé de la ville et du logement. Il y avait un ministère de la ville à l'époque, je crois d'ailleurs, c'était quand Bernard Tapie avait été ministre, il était ministre de la ville sous Mitterrand. Auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, Agnès Firmin-Lebaudot, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Auprès du ministre des Solidarités, Geneviève Dariussec, chargée des personnes handicapées plus spécifiquement. Et les secrétaires d'État, là par contre on va avoir beaucoup plus de noms féminins. Charlotte Cobel, chargée de l'enfance. Hervé Berville, le seul homme, chargé de la mer. Paradoxalement, on pourra faire des jeux de mots. Marlène Schiappa, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. On lui souhaite bien du courage. Auprès du ministre de l'Intérieur des Outre-mer, Sonia Backès, chargée de la citoyenneté. Laurence Boone, chargée de l'Europe. Chrysoula Zakharopoulou, je crois que c'est elle qui est accusée de viol dans le cas de son ancien métier de gynéco. Une affaire assez sinistre, assez sombre, mais je vous invite à vous renseigner, on en avait parlé chez Lisandre. Chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux auprès du ministre des Armées, Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel, El Famoso SNU, auprès du ministre des Armées, Patricia Mirales, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Auprès du ministre de la Transition écologique, Bérangère Couillard, chargée de l'écologie, Dominique Faure, chargé de la ruralité. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir une parité. Et encore, il faut compter quand même, on a quand même une première ministre femme, c'est vrai que c'était pas arrivé depuis Édith Cresson. Et donc un article qui s'en étonne de façon un peu amusée. Libération, sur le coup. Remaniement, une parité en trompe-l'œil dans le gouvernement Borne 2. Dans la nouvelle équipe d'Elisabeth Borne dévoilée lundi, les femmes, voilà, là c'est beaucoup mieux représenté visuellement, sont beaucoup moins représentées que les hommes au poste clé. Les secrétaires d'État permettent de rééquilibrer une parité déjà qualifiée de façade. Donc voilà, les femmes qui sont représentées en violet.
N'hésitez pas. Légalement, ils ont fait un truc pour ça. C'était dans son programme. Il y a la parité, si on compte les secrétaires d'État, c'est bon. Ouais. C'est comme ça qu'il le résume. Sur le papier, l'équilibre est tenu. Le gouvernement compte 21 hommes et 21 femmes. Mais la grande cause du quinquennat, celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, peine à se traduire dans les faits. Certes, Emmanuel Macron a nommé une femme à Matignon et l'Assemblée est désormais présidée par une femme, Yaël Braun-Pivet. Cependant, le diable se cache dans les détails. Les femmes se retrouvent surtout en bas de l'échelle protocolaire. Les ministres de plein exercice ne comptent que 5 femmes pour 11 hommes. La présence féminine a été drastiquement réduite puisque, dans son ancienne équipe, la première ministre Elisabeth Borne avait nommé 9 hommes et 8 femmes de plein exercice. En l'incluant, on arrivait à 9 femmes, égalité parfaite, de genre et de niveau politique. Entre-temps, la donne a changé. L'élément le plus significatif et le plus compliqué pour la Macronie était la défaite, on en parlait tout à l'heure, de 3 femmes membres du gouvernement aux élections législatives. Toutes les 3 ont été remplacées par des hommes. Brigitte Bourguignon à la santé, Amélie de Montchalin, on en parlait tout à l'heure aussi, à la transition écologique, le grand amour de Carto, et Justine de la chaîne Canal Concorde, n'hésitez pas à vous y abonner, et Justine Bénin à la mer sont respectivement remplacées donc par François Braun, Béchu et Berville. Parmi les ministres de plein exercice, aucune femme ne fait son entrée au gouvernement. Certes, Catherine Colonna aux affaires étrangères, Sylvie Retailleau à l'enseignement supérieur, Agnès Pannier-Runacher à la transition écologique, Rima Abdul Malak à la culture, Amélie Oudéa Castéra au sport restent à leur poste, mais la majorité des gros ministères, notamment les régaliens, restent, l'économie, l'intérieur, tout ça, restent entre les mains d'hommes. L'économie, l'intérieur, bah voilà, il le détaille, la justice, la défense. Pour trouver plus de femmes politiques dans le nouvel organigramme, il faut regarder plus bas du côté des ministres délégués et surtout des secrétaires d'État. 6 femmes sont ministres délégués sur 15, donc quand même toujours en minorité, et 9 sont secrétaires d'État sur 10, un seul homme à ce titre. Dans le gouvernement Borne 2, c'est grâce aux secrétaires d'État que Macron et Borne ont rééquilibré l'ensemble et rehaussé la présence féminine. Preuve que le vivier macroniste ne déborde pas de noms de femmes politiques. Les 2 têtes de l'exécutif ont même rappelé Marlène Schiappa, on l'abordait tout à l'heure, dans la nouvelle équipe, alors qu'elle avait annoncé quitter la vie politique. L'ancienne ministre revient au rang de secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire, et des associations, je ne sais plus. Mais trouver des ministres comporte des risques. Désormais secrétaire d'État chargé des anciens combattants, Patricia Miralles est épinglée par Mediapart pour avoir confondu notes de frais et dépenses personnelles. Oh, c'est bon si on peut plus utiliser l'argent des Français pour refaire sa garde-robe ou son intérieur ou sa cuisine. Idem pour celle chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zakharopoulou, qui est visée, elle, par une enquête pour viol, des faits qui seraient intervenus dans le cadre de ses fonctions de gynécologue. Quant à Bérangère Couillard, toute nouvelle secrétaire d'État à l'écologie qui vient de la commission du développement durable, à l'Assemblée, elle avait choisi de s'abstenir lors de la réintroduction des néonicotinoïdes réclamés par l'exécutif. Plus récemment, son nom avait été cité dans l'affaire Abad. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique affirmait avoir transmis à la députée girondine un signalement concernant le désormais ex-ministre des Solidarités, on verra qu'il est un peu mauvaise, accusé d'agression sexuelle. Elle a vivement démenti avoir été saisie. Tout cela pour dire à la sénatrice Les Républicains Dominique Estrosi Sassone que le gouvernement donne à avoir une parité de façade. Elisabeth Borne y enjoignait lors de la passation de pouvoir avec Jean Castex les petites filles allaient au bout de leurs rêves. Oui, c'était sa première sortie, oui. Surtout si celui-ci était de devenir secrétaire d'État. Du coup, conclut l'article de Libération, et donc Borne qui ne se soumet pas au vote de confiance. Ici, un article de France Info qui nous explique en quoi c'est significatif. Ah, ils ont fait une vidéo, c'est très bien. On vous retrouve Gilles Papin au cœur de la rédaction. Bonsoir Merci Gilles. Alors, un vote de confiance, est-ce que c'est obligatoire? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à légitimer le gouvernement devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. Mais de l'écho, c'est pourtant il y a un micro-cravate. Le vote n'est pas obligatoire et il est très risqué lorsque vous n'avez pas la majorité absolue. Et c'est le cas du groupe de la majorité. C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas dans les bonnes dispositions pour demander un vote de confiance. Ils avaient au moins l'honnêteté de dire ouais, non, c'est un peu la hesse pour nous en ce moment. Présidentielle ensemble qui a uniquement 250. Et d'ailleurs, c'est la hesse, faites des dons. Élus, donc il faut aller chercher du soutien du côté des oppositions comme les LR ou le RN. Trop risqué pour Elisabeth Borne, elle a donc décidé de ne pas demander le vote de confiance des députés. Alors, c'est pas la première fois, hein, Gilles, c'est même la 5e fois dans l'histoire de la 5e République qu'un Premier ministre ne sollicite pas donc la confiance du Parlement.
Oui, et le premier d'entre eux, ça a été Maurice Couve de Murville en 1968. Lui, pourtant, avait la majorité absolue à l'Assemblée, mais il n'a pas voulu demander le vote, considérant qu'il devait tenir sa légitimité du président de la République, le général de Gaulle. Et puis Michel Rocard, en 1988, lui, suite aux élections législatives après l'élection de François Mitterrand, il obtient une majorité relative. Du coup, là aussi, pas de prise de risque. Il ne sollicite pas le vote de confiance des députés. Idem pour ses successeurs socialistes, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy. Et puis Gilles, il y a donc le vote de confiance, vous nous avez bien expliqué, puis il y a la motion de défiance qui est déposée par la NUP. Oui, et ça, c'est l'article 49.1 de la Constitution qui nous apprend que l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Et c'est ce que vont tenter de faire les députés de la NUP mercredi, c'est-à-dire essayer de renverser l'exécutif. Mais pour ça, il faut aussi 289 députés. Et là, c'est beaucoup plus dur à obtenir, car les députés qui s'opposent sont considérés comme soutien du gouvernement. Donc on peut considérer que mercredi, Elisabeth Borne et son gouvernement resteront en place. Logiquement, est-ce que c'est obligatoire et à quoi ça sert? Donc il complète dans l'article, ça sert à légitimer le gouvernement devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. Mais ce vote n'est pas obligatoire, il est très risqué lorsque vous n'avez pas la majorité absolue. Et c'est le cas du groupe de la majorité présidentielle qui a uniquement 250 élus. Ah oui, j'en étais resté à 240 et quelques, moi. Donc il faut aller chercher du soutien du côté des oppositions comme les LR ou le RN. Trop risqué, du coup, voilà, c'est ce qu'il expliquait. Et alors, c'est quoi l'article 49.1 de la Constitution? Ça, c'est pour la motion de censure, d'accord. Ok, bon, bah écoutez, ouais, de toute façon il avait déjà à peu près tout résumé dans la vidéo. Alors est-ce que ça fragilise? Bah ça se fragilise un petit peu dans le symbole, mais on a vu que dans l'histoire ça n'a pas empêché le précédent gouvernement de se maintenir. Merci Grisard pour le follow. Et donc qu'est-ce que j'avais enfin pour clore cette capsule qui commence déjà à être un petit peu longue, et après je vous donne la parole puisque c'est une radio libre. Donc Damien Abad, oui, allons voir Damien Abad Kalsum qui dénonce des calomnies ignobles lors de la passation de pouvoir avec son successeur. On est toujours sur France TV Info et donc vous allez l'entendre, bon, qui va commencer à peu près normalement mais qui va être un peu salé à mi-parcours. Je tiens à remercier chaleureusement... Ah mais là, pourquoi le son est toujours dégueulasse? Je sais que je parle que de ça, mais il a 2 micros à ça de sa bouche. Fallait mettre des petites mousses, ça sature. Le président de la République pour la confiance dont il me témoigne depuis le début. J'ai encore échangé longuement avec lui hier. Il paraissait préférable. Ouais mec, désolé, c'est chaud, va falloir que tu t'éjares. Face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche. Jusqu'à que la justice... Oui, genre Macron, en fait, Macron me soutient, mais moi c'est pour pas gêner le gouvernement, du coup je vais me défendre de ces attaques odieuses et fausses. On verra, hein, mais par contre, voilà, Macron me renouvelle son plein soutien, bon voilà, on est complètement dans la langue de bois aussi. Confirme mon innocence. Et t'as juste pas eu le choix, mec, on t'a demandé de t'éjarre parce que ça commence à devenir trop chaud, quoi. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer la violence inouïe pour un être humain, pour une famille, pour des proches. Il n'y avait pas une violence inouïe pour les femmes aussi, non? De telles pratiques, savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique. Comme le dit Montesquieu, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Non, juste à toi, mec. Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement au service de la France. Ah ouais, c'est pas chier. La quote, t'es nul à chier, hein, Montesquieu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il se fait pas chier, quoi. Je trouvais ça nul. Ouais, et puis en plus, oui, ça s'applique pas du tout à son cas, mais bon. C'était une façon de dire, ah oui, non, c'est pas moi que vous attaquez, c'est le pouvoir, le gouvernement, la stabilité, le système. Non, c'est juste toi, mec. Projet, quoi.
Et boomer, quoi. Bon débarras, nous dit la souris. Alors, on a bien entendu, il a bien dit que ce sont des vieilleries sans importance, quoi. Il a presque dit ça, quoi. C'est-à-dire, c'est genre en mode, ah bah oui, mais ça remonte à je sais pas combien d'années, c'est bon. Et la justice, faut quand même la conserver. Faut qu'elle ça date de 2010 et 2011, il me semble. Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est récent, le mec, c'est il y a une dizaine d'années, oh bah c'est bon, c'est vieux, c'est des vieilleries, enfin voilà, quoi. Oh la vache. Tranquille. Ah, mais c'est toujours le truc de ah oui, comme par hasard, c'est maintenant qu'on le fait remonter. Bah encore heureux qu'avant de devoir assumer des fonctions importantes, qu'il y ait un petit check-up de son passé quand même, le gars, quoi. Alors ce qui est très ironique, c'est qu'on applique toujours cette défense-là quand c'est Mediapart, pas quand c'est les autres, bizarrement. Et ça paraît logique évidemment que Mediapart va sortir ça. Je veux dire, il y a 3 mois, le mec, on savait même pas qui c'était. Mediapart, ils enquêtaient pas sur des inconnus, oui, c'est. Bah voilà, c'est ça. Je veux dire, au bout d'un moment, ils ont un calendrier choisi, mais bon, il y a un moment, on a envie de dire à Damien Abad, bah oui, bon, oui, d'accord, t'as un calendrier choisi, mais bon, mais au bout d'un moment, faut je veux dire, fallait le dire que t'as fait le con il y a une dizaine d'années, hein, puis voilà, là, ils auraient pu te gérer, quoi, en fait. Oui, et je sais pas, quand vous avez, je sais pas, soumis chimiquement des meufs pour les violer, des trucs, enfin les trucs qui sont reprochés, un peu ignobles, peut-être tu te dis, oui, bah si peut-être on va éviter de devenir ministre, parce que les trucs comme ça peut potentiellement ressortir, je sais pas. Alors doxé, comme dit, je crois que ça doit être régulier. Hein. Je sais pas, quand t'as fait des saloperies, t'évites d'avoir un métier trop public, quoi, c'est... Ouais, bah... Enfin bon. Ou alors après, tu te plains pas quand ça sort, quoi, c'est... Et ce que j'aime beaucoup, c'est souvent, ça se voit, souvent t'as des gars qui se disent innocents, qui se présentent innocents, à l'instar de beaucoup de nos politiques qui ont un peu merdé ces dernières années. Tu vois, t'as Bourdin, bon alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils sont toujours en mode un peu pitbull, tu vois. Comment dire, ils font une... tu sais, ils sont pas dans le sentimental, quoi. Ça se voit qu'ils attaquent, quoi. C'est des calomnies. Alors que moi, je pense pour une défense, si j'avais un problème avec la justice ou autre, ou si j'avais fait des saloperies, je pense que je serais plus en mode un peu désolé, choqué, ou je sais pas. Enfin. Non, ça c'est une fois que en fait t'as plus d'autres moves. C'est d'abord, en fait c'est faux, et une fois qu'on prouve que c'est vrai, tu dis ah bah là je suis désolé. Mais c'est toujours en 2 temps. Rappelez-vous, je n'ai jamais eu, je n'aurai jamais, Monsieur Bourdin. Et en fait une fois que c'est le cas, en fait. Là, t'as vu, il était énervé, son ton. Non, je n'ai jamais eu de. Enfin, voilà. Ils ont l'air, bref. Pour Coquerel, le drama a commencé le lendemain de sa nomination, donc oui, il peut avoir une forme d'opportunisme politique derrière les dénonciations. C'est vrai que Coquerel était déjà connu, ouais, sur le coup. Et alors, c'en est où par rapport à Coquerel, du coup Ça pue de plus en plus. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, je sais pas si t'as vu, il y a Tabouaf qui a fait un communiqué aussi. Je sais pas si t'as vu ça, Daimon. Non, j'ai pas vu ça. Genre de foutre la merde un peu. Il y a... Bah non, même pas. Enfin, moi je l'ai pas lu en entier personnellement parce qu'il y a quand même 6 pages. Quand même. Ouais, il a fait un long communiqué, un long truc, 6 pages et expliquant. Mais bon, il y a des trucs pareil, un peu chelous quoi en fait. Enfin voilà, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Voilà quoi. Mais c'est un article du Figaro qui est pas très copain avec la LFI, mais c'est un des plus récents que j'ai trouvé sur Coquerel. Vas-y, je te laisse poursuivre. Coquerel pour l'instant, il y a eu des, apparemment il y a des signalements, mais bon, ça j'ai envie de dire Coquerel, c'était connu, hein, voilà, donc. Et si c'était connu, pourquoi le mettre lui, président de la commission des finances? Ben j'en sais rien, j'en sais rien, ça c'est, mais c'est. Mais même si vous n'êtes pas sûr, enfin, mettez un mec sur qui il n'y a pas de suspicion, ou une meuf d'ailleurs. Ouais. Mais c'est peut-être compliqué à trouver après maintenant. Des gens qui n'ont pas de suspicion, tout ça, c'est peut-être. Ouais, le mec avait peut-être des dossiers. Il doit quand même y en avoir, même en politique, tu vois. Ouais. oui, mais il y en a de moins en moins maintenant. Hein. Soit ils harcèlent des femmes, soit ils détournent de l'argent, soit. C'est comme YouTube maintenant. Hein. T'as de moins en moins de gens qui sont clean maintenant. Hein. C'est maintenant. On en découvre un tous les mois maintenant. C'est. Enfin, alors sur YouTube, c'est plus ils aiment la pédophilie visiblement, quoi. Mais
Oui, c'est ça. Oui. Ils ont des fans, ils ont des fans très jeunes, donc voilà, donc ils doivent s'adapter. Hein. Pardon, mais je veux dire, là, t'en trouves un tous les mois, quoi. C'est vraiment. Enfin, maintenant, on se dit à chaque fois maintenant, ça va être qui le prochain, ça va être qui le prochain, ça va être. Ils tombent tous comme des mouches, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Voilà, quoi. Et donc, et puis alors YouTube, je parle même pas Twitch. Hein. Twitch, c'est pareil. Enfin voilà, quoi. C'est Twitch. Il y a de plus en plus de gens maintenant qui sont problématiques aussi. Enfin, maintenant, après, je connais pas les noms. Après, c'est peut-être on sort un petit peu du sujet du remaniement, du coup. Mais du coup, on sort du sujet. Je rends l'antenne sur cette capsule. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et faites des dons. N'hésitez pas. Et je vous dis à très vite. C'était Daimon.